la réaction des gens est tout le temps particulière. Parce que tu t'attends pas à ça. Non, Fait effectivement. viens dans la caméra. Là. Surtout que je suis lourd, moi, fait que la couverture va être lourde. On t'a pris la plus lourde, fait que. Je me suis dit 6 pieds 5. Ouais. Celle-là, combien, Milo? 20. Avec 25 parfait, c'est livres. parfait. Ouais, hein? Fait que ça, en écoutant Netflix, là. C'est clair. En écoutant mes avec podcasts. ta copine, etc., en écoutant tes podcasts. Fait que reste assis, je vais te la mettre sur toi. Je sais pas, ça serait peut-être mieux par en arrière, peut-être. Ça, ici. Oh, yeah. Ça va faire la vignette. Oh my God. Je peux-tu m'endormir? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens? Je me sens en sécurité. C'est comme si j'étais comme... Je me sens l'hiver. Oui. Tu sais, quand t'as un manteau comme chaud puis tu sors dehors, tu sais que tu vas pas avoir froid, là. C'est quoi qu'il y a dedans? C'est des micro-billes de verre qui sont compartimentées pour pas que ça s'en aille tout d'un bord. Là. Et puis, fait qu'on est en train de travailler là-dessus. On en drôle, vend comme idée. depuis le mois de novembre. On va bientôt sortir une couverture pour le les Kings, les Queens, les doubles. On a aussi fait on est en train de travailler sur un espèce de petit concept de veste que tu te mets qui est pesant Oui, ouais. pour quand tu travailles. Fait que, Mais en même temps, écoute, c'est mon workout. 25 livres. Fait que je peux faire des squats avec ma couverte. Très cool, ben merci. Parfait. Merci. Mais ça a l'air de la qualité, ça. Putain, mais c'est lourd, hein? OK, ça a l'air bien plus lourd sur les mains que oui, sur le dos, que là. sur le dos, mais oui, c'est 25 livres. Vraiment, là? Elle est super C'est douce. parfait. On va voir une découverte avec ces clips-là, là, ça va être malade. Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode de Scotch et Domination mondiale. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de te partager une conversation que j'ai eue avec nul autre que Nicolas Duvernois. Et si tu connais pas Nicolas, eh bien, tu habites probablement sous une roche. C'est l'entrepreneur derrière Romeo Gin ainsi que Pure Vodka. Sa vodka a gagné le prix de la meilleure vodka du monde avant même qu'il ait vendu une seule bouteille. Depuis, elle a gagné plus de 57 prix à travers les concours de vodka les plus prestigieux à travers le monde. Son gin est également absolument incroyable. C'est définitivement mon gin préféré. Donc, suite à son succès, il a écrit un livre qui est devenu un best-seller instantané, Entrepreneur à l'état pur. Ce livre il a entraîné une collaboration avec Desjardins où ils ont lancé le mouvement Adopting, qui est un concours où les startups et PME peuvent se faire parrainer par les plus gros entrepreneurs du Québec. Donc, sa notoriété continue de croître autant chez nous qu'à l'international et il fait maintenant partie des anges investisseurs dans l'émission populaire Dans l'œil du dragon. Donc, j'ai eu la chance de discuter avec lui pendant à peu près 1 heure. Il était super généreux de son temps. Ça nous a permis d'aller en profondeur dans des sujets qu'il aborde habituellement juste en surface dans d'autres entrevues ou encore dans ses conférences. Donc, on a discuté des qualités qui font la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur. On a discuté du rôle de la chance dans le succès et les façons d'optimiser sa prise de risque pour maximiser ses chances de réussir. Donc, vous allez remarquer qu'on ne boit pas de vodka, on ne boit pas de gin, on ne boit pas de scotch non plus dans cet épisode parce que j'ai appris que son alcool préféré pour discuter de domination mondiale était le bourbon. Et fait assez cocasse, je n'avais pas remarqué, mais c'était un bourbon à 60% et on a tourné l'entrevue à 11h le matin. Donc, ça a rentré au poste, puis je te dirais que j'ai réussi à le déjeuner un tout petit peu. Avant de sauter dans l'entrevue, il faut vraiment que je te montre une chose, tu vas être d'accord avec moi, mais ma famille s'est cotisée pour me faire le plus beau cadeau de fête ever. Wow! Pareil comme au cinéma. Pareil. Fait que, j'ai reçu une machine popcorn de carnaval. Je suis un fan fini de popcorn, j'ai jamais dit ça de ma vie parce que c'était pas tant pertinent, mais j'ai reçu ça, je trouvais ça le fun de vous le présenter. Le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie. Bref. Dernière chose importante que je veux vous partager avant l'entrevue, c'est que je pense qu'il y a une certaine confusion tant qu'à ce qu'on fait avec la tranchée. Donc, souvent, les gens vont rentrer en contact avec moi après avoir écouté un épisode, soit pour m'engager comme consultant, soit pour que
je m'occupe de leur publicité ou encore une soumission pour un site web. Bref, je me rends compte que expliquer la tranchée, c'est assez difficile parce qu'on est les seuls à offrir un service comme ça, du moins au Québec. Pour être clair, la tranchée, c'est pas une agence. Okay? On n'est pas une agence web, c'est pas ce qu'on fait. C'est plutôt un écosystème en ligne dédié aux marketeurs, aux entrepreneurs et aux créateurs de contenu qui offre principalement 2 choses. Donc, on a un forum de discussion et un portail de cours. Le forum, c'est le cœur de la tranchée. C'est là que les gens vont interagir entre eux, c'est là qu'ils vont se rencontrer, c'est là que moi j'aide les gens. Tu peux poser des questions, que ce soit technique, tu as un bug avec ton site, tu as besoin d'aide, tu veux demander l'opinion des gens sur une idée, faire un brainstorm sur ta stratégie. Bref, c'est un réseau de soutien de gens qui veulent te voir réussir. Ensuite de ça, on a notre portail de cours où on offre presque 200, je pense, 200 vidéos, en tout cas plus de 15 heures de cours où on explique tous les essentiels du marketing. Donc, tu as une business ou tu veux partir une business, si tu ne sais pas tout ce qu'on enseigne dans ces capsules-là, tu passes à côté de quelque chose de gros. Facebook, Instagram, Google, landing page, automation marketing, création de site web, boutique en ligne. Bref, c'est super complet. Puis, on offre le premier mois à seulement 1 $. Donc, si tu n'es pas encore membre, ben, tu passes à côté de quelque chose d'assez intéressant. Tu devrais peut-être t'inscrire. Alors sur ce, voici mon entrevue avec Nicolas Duvernois, le créateur de la meilleure vodka au monde. Justement, je me demande, est-ce que ça serait bon de la vodka avec du popcorn? Je pense que ouais. Un des défis que j'ai lorsque je fais des podcasts avec les gens, c'est de faire ma recherche pour essayer d'apprendre à les connaître avant même de les rencontrer. Ça permet que, bon, c'est plus agréable à cause que le contact se fait plus facilement, puis les gens à la maison, il y a une plus belle complicité. Et toi, dans ton cas, ça n'a vraiment pas été difficile parce que tu es partout. Tu as passé à Tout le monde en parle, tu passes dans plein de podcasts. Tu as même écrit un livre qui raconte en détail le succès improbable de ton entreprise, Pure Vodka. Et puis, le défi maintenant, c'est pas de faire la même chose que tout le monde, c'est de créer quelque chose de nouveau. On va essayer de te sortir de ta zone de confort, de te parler de nouvelles idées. Et tu as dit quelque chose, parce que tous ceux qui ne sont pas familiers avec toi, je les invite à aller regarder le podcast que tu as fait avec Martin Latulippe, qui est absolument phénoménal. Tu as super bien raconté ton histoire là-dessus. Émouvant, touchant, entrevue, incontournable. Tous les gens qui nous écoutent présentement, si vous ne connaissez pas bien Nicolas, allez regarder ce podcast-là. Venez après. Donc, tu as mentionné dans ce épisode de podcast-là que toi, oui, tu es un entrepreneur, mais avant tout, tu es un artiste. Oui, définitivement. Et puis, ton art, c'est les idées. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ton art. Parfait. Ton livre a été un succès incroyable. Les gens, aussitôt qui t'ont rencontré, qui ont vu ton histoire, sont tombés en amour avec toi. Tu as une chronique qui est très populaire dans le Journal des Affaires. Et tu dis que les gens apprécient ce que tu fais à cause que tu parles de l'entrepreneuriat d'une façon qui est différente. Différente comment? Moi, je crois que je parle d'un humain. On essaie toujours de complexifier qu'on parle de quelque chose. Tu sais, quand on parle de cuisine, on voit un chef cuisinier à la télé, c'est tellement complexe. On voit un ingénieur qui nous parle, on ne comprend pas un mot, qui dit un avocat, tu es comme, OK, recommence ta phrase. L'entrepreneuriat, c'est humain. C'est des humains qui vendent à des humains quelque chose. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on reconnaisse qu'avant qu'il y ait un produit qui s'échange, bien, qu'il y ait un humain en arrière. Donc, moi, j'essaie d'humaniser l'entrepreneuriat. Et puis, l'entrepreneur vit des hauts et des bas, même quand ça va bien. Et je trouve que c'est important que le monde voit ce côté-là aussi. Et pas juste le côté tout est beau, ça fonctionne tout le temps, puis on ne s'arrache pas la tête. Donc, on montre certaines vulnérabilités. Exact. Ben, juste la vérité. OK, c'est pas stratégique, tu n'es pas en train d'essayer de… Ben non, parce que stratégique, je dirais que tout est beau, tout va toujours bien, acheter tous mes produits, il n'y a pas de problème de rien. Je trouve que c'est plate parce que tout le monde fait ça. C'est pas vrai que tout est beau, c'est pas vrai que c'est facile, pas vrai que c'est difficile non plus. Il y a les deux côtés de la médaille. Mais moi, je dis que je suis un entrepreneur humain. C'est très important pour moi de me définir comme ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Oui, effectivement. Tu as fait sciences politiques. À l'université, était quelqu'un, dans ton discours, on le sent, tu es un entrepreneur qui a une conscience sociale assez forte.
Pour toi, c'est quoi le rôle d'un entrepreneur au sein de la société? Entre guillemets, c'est la personne qui va changer le monde, l'entrepreneur. Un entrepreneur doit s'impliquer dans la société, qu'il choisisse une cause qu'il aime, qu'il choisisse une passion, mais il doit le faire. Je crois qu'il y a une responsabilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup aux entrepreneurs et je crois qu'ils sont c'est des personnes parfaites pour pouvoir être des acteurs de changement dans une société. Qu'on pense aux implications d'une cause à une autre, qu'on pense à un don philanthropique, qu'on pense à avoir une idée pour faire en sorte que moins de trafic, disons, à Montréal, qu'on pense à tout ça, bien, un entrepreneur, c'est lui qui va l'avoir, l'idée. Je ne dis pas que les autres ne vont pas avoir d'idée, mais l'entrepreneur est bâti pour avoir une idée, puis la rendre concrète, puis faire en sorte que ça marche. Ouais. L'innovation, en fait, est au service de tout le monde. Là. Ouais. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en penser, mais tu sais, moi, je crois beaucoup au déterminisme technologique. C'est-à-dire que la technologie qui est disponible dans une société va de beaucoup influencer les problèmes qu'on a, la réalité des gens au quotidien. Tu sais, si on fait juste penser à l'air climatisé, à quel point ça l'a changé. Facile la vie, disons. Ça a complètement changé le monde pour tous ceux qui vivent dans des pays qui sont excessivement chauds. Je veux dire, au Mexique, avant, on ne pouvait pas travailler jamais. Pourtant, ils réussissaient, eux. Mais je crois que la technologie, il ne faut jamais oublier l'humain quand on pense à la technologie. J'ai écrit une chronique dernièrement qui a beaucoup marché parce que le titre disait « Pourquoi j'aime des entreprises qui n'ont pas besoin de Wi-Fi ». Et puis, il y a dans l'univers de l'entrepreneuriat, il y a des modes et au détriment donc de certaines industries. Mais tu sais, c'est con, mais on aura toujours besoin de litière pour chat, de brosse à dents, de papier de toilette, de cuillères, de fourchettes. Donc, il y a des belles opportunités d'affaires là aussi. Parce que c'est des milieux qui ne sont pas réinventés. Non, je veux dire, Silicon Valley ne s'intéresse pas à la litière pour chat. À la litière pour chat, pourtant, je suis sûr que le leader de la litière pour chat au monde doit faire des milliards de dollars. Ouais. Donc, tu sais, et crise économique ou pas, tu as besoin de litière pour chat. Ouais. Donc, je me dis, attention, je suis 100% pro-technologie, je ne comprends pas tout, mais j'aime beaucoup la technologie. Mais je trouve que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux de la tête pour essayer de trouver le nouveau Facebook ou le nouveau Amazon, quand ils pourraient être le roi des cure-dents, puis tu sais quoi, ça doit être une méga business. Business des cure-dents. Tout le monde a des dents, non? Effectivement. Mais justement, en parlant d'entrepreneuriat social, qu'est-ce que tu penses d'un entrepreneur comme Elon Musk? Par exemple, où sa mission est sociale. Avec ce cas-là, je crois qu'on a un entrepreneur social d'ego. Il faut faire attention à ça. Qui est plus grand, ses idées ou lui-même qui pense à ses idées? Tu sais, je trouve que Elon Musk est un génie, il faut lui donner. Il fait beaucoup trop de frasques, selon moi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'emplois sous lui qui peuvent se perdre parce qu'il dit une connerie à la télé ou il fait perdre beaucoup d'argent à la bourse. Tu sais, j'aime l'entrepreneur quand même qui est plus... qui est au courant que ce que tu dis, ce que tu fais, ça a un impact pas juste pour toi, rendu à ces niveaux d'entreprise-là, mais c'est absolument génial ce qu'il a fait avec Tesla. C'est absolument génial ce qu'il est en train de faire avec le Hyperloop. Tu sais, il y a des idées de fou, ce gars-là, et j'adore ça. Mais il y a beaucoup d'ego, je crois aussi. Oui, mais en même temps, je veux dire, que tu aies de l'ego, que tu n'aies pas d'ego, si ça profite, entièrement ça d'accord. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres aussi, là, toutes les plus grandes fortunes mondiales, si on parle de Jeff Bezos, on parle de Mark Zuckerberg, qui veulent redonner leur argent à la société. Puis moi, je suis complètement... Il y a des gens qui se demandent un peu pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ça, c'est des gens qui ont bâti des empires sur la société qui existe déjà. Tu sais, toutes les infrastructures, ils n'ont pas payé pour ça. Tous les jobs qui sont créés, qui permettent à ces entreprises-là de fleurir, en fait. D'après moi, c'est juste le retour du balancier. Bien, je crois aussi que ça fait du bien, sans blague. Ça fait du bien qu'on nous donne quelque chose. Moi, je suis très impliqué dans plein de trucs, puis que ce soit du temps ou des fois de l'argent. C'est peut-être égoïste, mais ça fait du bien. Oui. Donner, c'est probablement la chose la plus fun à faire. Exactement. Et c'est peut-être la chose la plus égoïste à faire souvent, parce que souvent, moi, je donne pour moi, finalement. C'est comme... Donc, effectivement. Tu as mentionné dans le podcast avec Martin que l'entrepreneuriat est à la mode, mais que les qualités pour être un bon entrepreneur ne sont pas à la mode. Pas du tout. Et puis, tu as passé comme 5 secondes là-dessus, puis moi, j'étais comme, c'est quoi les qualités? Bien, moi, quand je rencontre un jeune, disons au cégep, qui veut être entrepreneur, je dis, OK, parfait, je le laisse parler un peu. Et puis après, je dis, est-ce que tu aimes ça travailler,
7 jours sur 7 pendant des années, salaire de misère. Tes parents ne comprennent pas vraiment. Ta copine va certainement te laisser parce que c'est pas tout le monde qui est comme Macaro qui a cru en moi. T'aimerais ça une job comme ça? C'est catastrophique ton truc. Je dis, ben, c'est ça être entrepreneur au début. Tout le monde veut le succès, mais personne ne veut le travail. Mais c'est avec le travail qu'on atteint le succès. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout le monde veut être entrepreneur. Tout le monde veut jouer pour le Canadien de Montréal. Tu sais, c'est quoi les efforts que tu dois faire pour jouer pour le Canadien de Montréal? Donc, voilà. Je fais beaucoup de liens aussi avec l'entrepreneuriat et le sport. Je fais beaucoup de sport moi-même, mais je trouve que c'est le même monde. Et puis, tout le monde veut jouer dans la NBA. Ouais, ben, attends, attache ta tuque. Es-tu prêt à faire 10 000 tirs par jour pendant des années pour avoir peut-être 1/1000 de chance de peut-être aspirer à être juste au niveau universitaire? Donc, tu sais, le monde voit le succès une fois que c'est fait. Hein? On voit une belle maison une fois qu'elle est construite. On ne voit pas quand il y a une roche par terre que ça peut être une belle maison. Donc, moi, je trouve que c'est important d'ouvrir les yeux au monde aussi, des fois, sur une réalité d'un univers ou d'un autre. En fait, c'est comme si tu avais l'impression que les attentes des gens sont souvent irréalistes, en fait. Oui, mais c'est comme quand ton enfant chante à la voix junior, tu crois que ça va être Céline Dion. Puis c'est correct aussi, il y a le rêve qui est très important. Mais justement, tu avais mentionné que l'innocence entrepreneuriale, c'est quelque chose qui est important. À cause que, en sachant tout ce que tu sais présentement, là, toute la merde que tu as eu à vivre avec le développement de ton entreprise, c'est quoi, peut-être que tu ne l'aurais pas fait. Et certainement, c'est quelque chose aussi à quoi je pense. Là, c'est un méga plus, l'innocence entrepreneuriale. Surtout, non seulement le chemin entrepreneurial, mais de te dire, tu sais quoi, moi, je vais faire une vodka au Québec. Je ne savais même pas c'était quoi de la vodka. Ouais. Donc, ne pas savoir dans quoi tu t'embarques, ça peut être des fois une excellente nouvelle. Tu sais quoi, Christophe Colomb, Jacques Cartier, Magellan, tous les grands navigateurs sont partis pour chercher quelque chose d'autre que ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont révolutionné l'histoire de l'humanité. Ouais. Le roi n'était pas content, c'était un échec pour eux. Oui, mais aujourd'hui, il aurait voulu garder ses billes. Hein? Donc, ouais. Et puis, je trouve que c'est un peu... tu sais, oui, il faut être un peu naïf, en fait, pour être capable de se lancer en entrepreneuriat. Et un de tes premiers articles que tu as fait sur le Journal des Affaires, là, tu vas me dire, pourquoi il a vraiment lu jusque-là? Tu avais mentionné que quand tu étais plus jeune, tu avais un de tes amis qui était excessivement fortuné. Je pense qu'il jouait au basketball avec toi. Et puis, tu disais dans cet article-là que toi aussi, tu rêvais d'avoir une vie sans limite. Tu as dit, j'avais 26 ans et l'ambition de devenir riche. Alors, est-ce que toi aussi, à un certain temps, tu as déjà été comme le jeune au cégep qui dit qu'il veut se partir de business pour devenir riche puis qui n'a pas conscience nécessairement de l'investissement nécessaire? Je ne savais pas de quoi je m'embarquais quand je suis devenu entrepreneur, ça c'est sûr. Je n'avais pas lu énormément d'histoire entrepreneuriale avant de me lancer en affaires. C'est sûr que le premier réflexe dans ma situation de me lancer en affaires, ça a été de ne pas avoir une job qui m'emmerdait. OK. C'est pour le fun? C'était pour avoir du fun en travaillant. Okay. Je voulais travailler, je suis un grand travailleur. Mais c'est sûr qu'après, quand on tombe dans la marmite, puis là, on réalise, oh wow, il y a d'autres entrepreneurs, puis oh wow, les entrepreneurs réussissent vraiment, tu te dis, tu sais quoi, ça doit être cool d'être millionnaire, d'être riche. Et puis, très rapidement, tu découvres que tu es beaucoup plus rapidement millionnaire en dette qu'en avoir en étant un entrepreneur. Que tu restes beaucoup plus millionnaire en dette et en avoir pour bon long bout de temps. Et qu'à un moment donné, il y a un retour du balancier où il y a quelque chose qui débloque. Et puis là, ça commence à être dans le positif. Mais aussi, à un moment donné, dans le chemin entrepreneurial, tu réalises très vite que si tu fais quelque chose pour faire de l'argent, tu ne réussiras jamais. Parce que l'argent n'aime pas les opportunistes, l'argent aime le travailleur. Effectivement, parce que je pense qu'une des qualités, c'est la patience et la persévérance. Énormément de patience. C'est comme drôle parce que tu as comme une dichotomie dans le sens qu'il faut que tu aies faim, il faut que tu sois impatient dans un certain sens, mais impatient au quotidien, mais patient sur le long terme. Tu as tout compris, exactement. C'est vraiment ça. Tous les jours, tu veux faire un 100 mètres, mais finalement, c'est un marathon qui t'amène au succès. Donc, puis le mot dichotomie est exact. Tu vis dans un univers où il y a deux extrêmes. Tu veux conquérir le monde, tu n'arrives pas à payer ton loyer. tu es en train de faire des calculs pour faire 1 million de bouteilles, tu en fais 2000. C'est fou quand même l'entrepreneuriat. C'est ça qui est beau aussi en même temps. Oui, effectivement. Et puis, dans ton discours, tu parles beaucoup de la notion de risque. Qu'un entrepreneur doit être à l'aise à prendre des risques et qu'il faut prendre des risques.
Malheureusement, crois-moi. Je suis un peu mitigé par rapport à Ouais. ça. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que selon la façon que tu en parles, ça va peut-être changer mon opinion Ouais. sur le sujet. Donc, comment est-ce que tu définis, en fait, le risque de la façon ce que c'est positif pour un entrepreneur? Bien, le risque, c'est quand tu mets quelque chose, quand tu risques de perdre quelque chose que tu as. Premièrement, c'est le risque. Mais le vrai grand risque, c'est quand tu risques de perdre quelque chose que tu n'as pas. Exemple, ma première marge de crédit, c'était le condo à mes parents, qui est en garantie. Ben, tu sais quoi? C'est pas moi qui l'ai, c'est mes parents. Si je le perds, c'est à mes parents. OK. C'est mes parents qui le perdent. Ça, c'est le vrai risque. C'est des risques démesurés qu'on doit prendre en affaires. Vraiment, malheureusement. Puis je dis ça parce que je milite aussi pour qu'il y ait une facilitation pour les premiers prêts. Là. Tu sais, le premier 15 000 tu as besoin. Bien souvent, tu sais, c'est pas des 3 millions que tu as besoin au début. Tu as juste besoin de 15, 20 000 pour avancer. Ça, j'aimerais que ça soit beaucoup plus facile à avoir. Mais malheureusement, le risque est... Mais tu sais, la récompense peut être immense en affaires. Donc, le risque est obligatoire, entre guillemets, parce qu'on a rarement une immense récompense sans prendre une certaine dose de risque. Quelqu'un qui veut vivre une vie, et c'est absolument normal, de stabilité, emploi normal, qui va au cégep, qui va à l'université, qui a un emploi normal, qui habite dans une maison normale, qui a une vie normale, qui attend 1h27 dans le trafic normal. Non, mais tu comprends? Déménage à Trois-Rivières. Ouais. Non, mais tu sais, il n'y a absolument aucun mal à vouloir cette vie-là. Mais c'est sûr qu'à la fin, tu ne vas pas te réveiller à 60 ans puis tu vaux 200 millions. Non. Puis ça ne veut pas dire que tu as réussi ou pas réussi là, si tu vaux 200 millions, mais c'est parce que tu ne peux pas avoir une récompense extraordinaire en vivant une vie ordinaire sans... positivement, là, je parle. Des fois, je rêverais d'avoir une vie ordinaire, puis d'avoir un horaire, puis de voir mes enfants. Puis, Parce que justement, tu as dit quelque chose que je trouve qui est intéressant, c'est le vrai risque, c'est quand tu as quelque chose qui t'appelle. Et puis souvent, lorsqu'on commence, c'est sûr que j'ai l'impression que dans ton industrie, tu as eu besoin d'avoir quand même pas mal de financement. Ça a été long. Je pense que ta première bâche, je t'avais dit que tu avais 10 800 bouteilles qui étaient au port de Montréal que tu ne pouvais pas vendre. Donc ça a dû être particulier. Un beau risque à prendre. Un beau risque. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement vrai pour la plupart des industries. Non. C'est quoi les grands risques que tu as pris au sein de ton entreprise et comment est-ce que ça a défini ton entreprise? Bien, moi, le plus grand risque que j'ai pris, c'est que j'ai décidé d'aller all out quand j'avais quelque chose quand même. J'étais jeune, j'avais un bac. C'est pas tout le monde qui a un bac, là. J'aurais pu travailler, avoir un emploi normal. J'avais une bonne job d'étudiant, je lavais les planchers, c'est quand même une bonne job d'étudiant dans un hôpital. Et puis j'ai décidé, déjà je sortais d'une expérience catastrophique là, en affaires, j'avais ouvert un restaurant qui a été nulle part. Puis après, suite à cet échec-là, où j'ai perdu le très peu que j'avais, mais c'était tout ce que j'avais, donc c'est l'équivalent que si Mark Zuckerberg perd tous ses milliards, hein? C'est mon avoir versus son avoir. Quand tu perds tout ce que tu as, tu perds tout ce que tu as. Bien, j'ai décidé de doubler la mise et peut-être même la tripler parce que je me suis dit, je vais me lancer dans la vodka, une industrie encore 20 fois plus complexe que la restauration, parce qu'il n'y en avait même pas de vodka au Québec. Et puis, de juste oublier de devoir aller chercher un emploi, tout ça, de garder mon emploi de laveur de plancher, puis de foncer. Ça, c'est le plus gros risque que j'ai pris parce que je sortais d'un échec. J'avais vu c'est quoi que ça fait un échec, ça fait mal. Et c'est terrible vivre un échec. Surtout quand tu as 24, 25 ans. C'est devenu une obsession pour moi. Revivre ça, je vais tout faire pour ne pas revivre un échec. Avoir des huissiers qui cognent chez toi tous les matins parce que tu dois de l'argent à tout le monde après. Là. Moi, j'avais signé personnellement à la banque, tout ça. Me retrouver en cours contre mes anciens associés. Écoute, je vomissais le matin. J'ai développé des problèmes médicaux. J'avais mal au ventre en permanence pendant des années parce que j'essayais de construire cette vodka-là. Ça n'avançait pas, j'avais pas d'argent. Je torchais des planchers. Ma blonde qui me fait vivre, mes parents qui me font vivre aussi avec ma sœur. Je vais chez l'huissier. Je reçois des huissiers qui sonnent tout le temps. Je reçois des lettres menaçantes de je sais pas qui que je dois de l'argent par voie d'avocat. Puis je me dis, tu sais quoi, j'ai une super bonne idée. Je vais me relancer en affaires. C'est une industrie que je connaissais encore moins. Ça, c'est, je crois, pas mal le plus gros risque que j'ai pris. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est un assez bon risque, mais en même temps, je pense qu'on confond risque et peur de l'inconnu. Toi, tu étais dans une situation particulière à cause que tu étais déjà dans le pétrin. Ouais. Mais je pouvais pas aller plus bas. Finalement, j'ai découvert que oui. Moi, je me rappelle quand je me suis lancé, ça a été très, très progressif. On a ça qui est en commun, on a bootstrappé les deux, nos entreprises.
Tout a grossi un petit peu plus. On rajoute 2 zéros. Mais l'idée, c'était justement de minimiser le risque quand tu bootstrap. Tu n'empruntes pas nécessairement des Non, avoir su tout ce qui est... Écoute, je suis un peu jaloux de ce qui se passe aujourd'hui avec les sociofinancements. Ouais, Kickstarter, Indiegogo. Wow, il y a du monde vraiment, c'est 300 000 $, tu sais, comme en faisant un beau vidéo, là. Ouais. Ouais, avoir su, j'aurais fait des vidéos, mon homme. Effectivement. Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, le succès, c'est... Pour moi, le succès, c'est une multitude de succès. C'est pas un succès. Donc, combien d'histoires on voit qu'ils ont réussi à une levée de fonds de 10 millions, 3 ans après, ils n'existent plus. Ouais. Moi, c'est sur le long terme. Je suis plus impatient. J'étais longtemps impatient. Je suis plus impatient. Je suis... ou je pourrais dire que je suis impatient intelligemment. Je sais où être patient. Je sais où être impatient. Il va falloir que tu définisses ça. Ben, je crois que... tu l'as défini toi-même. Au quotidien, je suis impatient. Okay. Mais sur le long terme, je sais que quand tu prends ce que tu penses être des bonnes décisions, quand tu as une bonne équipe, quand tu as des bons produits, quand tu travailles de la bonne manière, certains jours, ça peut être le bordel, mais je sais qu'à la fin de l'année, ça donne le bon résultat. Ouais. Et tu as mentionné quelque chose d'intéressant, quand tu as le bon produit. Moi, quand je regarde ton histoire, la leçon que j'en retire, c'est pas l'espèce d'histoire qui est vraiment bonne pour les médias, pour écrire un livre, qui est vraiment improbable, qui est rocambolesque, qui a plein de retentissements dedans. Sauf que je pense que le point que les gens vont peut-être passer à côté, c'est que tu as gagné le prix de la meilleure vodka au monde. De un, le ticket d'entrée, c'est d'avoir un excellent produit. Oui. De deux, il y a une certaine dose de chance aussi. T'sais, si tu avais eu le troisième prix, ne serait-ce que la médaille d'argent, ça aurait tout changé. Ouais. L'ascension n'aurait pas été la même. Non. Et puis, je pense qu'en entrepreneuriat, tu as le survivor bias, dans le sens que pour chaque personne, pour chaque Mark Zuckerberg, il y en a combien qui, écoute, on n'a jamais entendu parler d'eux autres, on n'entendra jamais parler. Mais je te dirais que c'est... j'appelle ça la chance du survivant. Ouais. C'est une chance, mais tu as survécu pour l'avoir. Oui, c'est bien dit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent de la chance puis qui abandonnent. Tu ne seras jamais un survivant si tu abandonnes. La chance, là, c'est comme l'argent. Là. Elle va trouver le gars qui fait pitié quelque part à un moment donné. Tu sais, si je me dis toujours ça, et puis tout d'un coup, tu as de la chance. Puis le monde dit « Hey, tu as eu de la chance! » Ouais, mais j'ai survécu. J'ai survécu tout ce temps-là. C'est pour ça que la chance m'a trouvé. Là. Ouais. La chance, là, c'est difficile à avoir. Je fais un parallèle souvent avec les billets de loterie, dans le sens que comment est-ce que tu fais pour optimiser tes chances de gagner à la loterie? Tu fais juste prendre plus de billets. C'est la seule façon de faire. C'est un peu le concept. Là. Quand tu es un entrepreneur, tu as un bon produit, il faut que tu prennes plus de chances. Et on parlait justement que c'est une des qualités d'être à l'aise à prendre des risques. Mais également, je pense que... On va prendre un exemple. Quand que je t'ai écrit pour te demander une entrevue, l'année passée. Ouais, ça a été complexe, désolé. Je prenais un risque, entre guillemets. On va dire non, c'est complètement normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec le rejet, qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de se faire dire non. Et le risque psychologique est un risque qui est tangible pour eux. Je pense que c'est important de se dissocier son identité de l'entreprise qu'on essaie de bâtir. Bien, il faut que le mot « non », là, les 3 petites lettres, il faut que ça devienne ton mot préféré parce que c'est comme ça qu'on va te définir pendant des années. Exact, non, exact. Non, refus, non. Donc, le non, moi, je le prenais comme un catalyseur, comme ça me motivait. Et puis, je trouve ça drôle parce que maintenant, les tables ont tourné. Ça a changé, et puis, c'est toi qui, au quotidien, dois dire non. C'est quoi la place du non dans ta vie en tant qu'entrepreneur? Pas pour mes idées, mais comme des histoires d'entrevues ou des émissions de télévision, tout ça. J'en reçois dessus. Et, je dois dire non, là, je peux pas tout faire, là, je peux juste pas tout faire. J'ai 24 heures d'une journée, j'ai une business, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis. Je veux quand même survivre à la fin de ma journée, tu sais. Mais c'est sûr que j'essaie... Tu sais quoi? Moi, je dis toujours là, que tu as le droit de dire non, mais il faut que tu me dises pourquoi. Un non vide, là, ça ne m'intéresse pas. Un non qui me mène à avoir un oui ou qui me donne des outils pour que dans le futur, ce soit un oui,
Là, j'adore ça. Ça me rappellerait toute ma vie. Premier banquier que j'ai vu sur la Rive-Sud de Montréal, j'ai pitché mon idée. Il m'a dit non, mais il a pris 20 minutes de son temps pour dire comment améliorer mon pitch. J'ai trouvé ça le meilleur refus de ma vie. Il m'a dit non, mais voici comment tu pourrais avoir un oui. Puis, j'ai jamais eu aucune banque à la fin qui ont dit oui, par exemple, sauf le mouvement des jardins. À la fin, là, j'ai réussi à percer la muraille, mais c'est sûr qu'un nom vide, c'est poche. Ça. Ouais. Et puis, au niveau, parce que là, toi, tu parles des noms externes avec les opportunités qui te sont présentées. Oui. À l'interne, dans ton entreprise. Je me fais dire non en permanence parce que moi, je suis le gars qui a beaucoup d'idées, OK? Et puis. C'est les autres qui disent oh my God! En permanence, ça continue ma vie. Moi, je lancerais des trucs par-dessus des trucs. Mais non, c'est correct. Puis, je dis non aussi des fois, mais très peu. On prend des décisions collégiales. On est vraiment une bonne équipe. Donc, je n'utilise pas mon veto de non souvent. OK. Non. Parce que, comme tantôt, on discutait que tu as juste 3 produits. Oui. Et le fait de ne pas produire plus de produits, peut-être que tu le sens pas comme si c'était un non, mais c'est une décision d'affaires. Oui, mais c'est voulu. C'est à certaines opportunités dans le marché. C'est voulu. Quand je lance un produit, moi, je veux que ça soit un méga succès. Je veux pas que ça soit un succès. Je veux que ça soit un méga succès. Donc, je prends beaucoup de temps pour lancer un produit. Je réfléchis énormément. Je fignole la recette à la perfection. Et ça passe beaucoup d'étapes avant qu'on décide de lancer un produit. Je ne suis pas les tendances. Je préfère les créer. Nice, j'aime ça. Et puis, c'est ce qu'on a pu ressentir aussi quand tu as fait ta première vodka. Tu connaissais absolument rien de la vodka, donc tu es parti un peu il y a ça de first principle thinking, où que tu repars de la base et tu te dis, OK, comment est-ce que je peux faire une vodka? Et puis, ça a donné quelque chose de fantastique. Et tu as continué avec tes autres produits. Tu as sorti ton gin tonic en canette. En canette, oui. Que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Ouais. Comment est-ce que t'es venue l'idée? En buvant un produit dans la même type d'industrie, un autre prêt à boire, mais bourré de sucre, bourré de produits chimiques. J'étais comme, non, c'est pas ça que le monde ne veut pas en tout. Non. Ils veulent un produit 100% naturel, bon, avec des ingrédients frais. J'ai juste voulu réinventer les prêts à boire. Puis sans blague, là, ça a l'air big comme tout. On réinvente le prêt à boire. Là. À travers, on vend dans plusieurs pays. Tous nos distributeurs sont comme, j'aime bien, c'est 100% naturel. Ouais. OK, c'est beau. Ouais. C'est bon. Ouais. OK, c'est quoi qui se passe? Là, c'est comme si tu arrives tout d'un coup avec je sais pas moi, un Big Mac qui te fait pas prendre de poids. Ouf, ça marcherait. Ouf! Va faire la file. Oh oui! Justement, dans tes produits, quand tu lances tes produits, quand que tu t'investis dans des entreprises, toi, tu dis en fait que ta passion, c'est de créer des marques et de les vendre. Ouais. Et on sent que le storytelling a une grande place dans ce processus-là. Et tous tes produits ont des histoires fascinantes. Autant ta vodka que ton gin. Comment est-ce que tu as trouvé la recette de ton gin? C'est ma femme qui était enceinte en mangeant une soupe à 9 mois presque enceinte qui a mangé la soupe. C'était une soupe froide à base de concombre, aneth, lavande, amande et citron. Et la soupe goûtait la fraîcheur. Et moi, je travaillais un mot-clé. Puis le mot-clé pour la recette du gin, c'était fraîcheur. Donc, moi, je dis toujours, à cause d'une femme enceinte qui aimait trop la soupe, on a un gin maintenant qui est un succès un peu partout où on le lance. C'est sûr que ça fait partie, le storytelling est très important dans le monde des affaires, mais nos produits, vu qu'on prend du temps pour le faire et qu'on lance un produit avec une raison de lancer le produit et pas un produit que j'appelle supplémentaire, tu sais, lancer un autre gin d'entrée de gamme ou une autre vodka qui goûte comme toutes les autres vodkas, c'est un produit qui ne sert à rien. Tu comprends? Il existe déjà. Il existe déjà. Moi, j'adore la compétition, mais quand la compétition innove, arrive avec des nouveautés. Moi, je veux me dire, quand je vois un autre producteur lancer un produit, dire « j'aurais dû le faire ». Plutôt que « ah ouais, OK, un autre produit ». Tu comprends? Moi, c'est très important pour moi. Je trouve qu'il y a déjà trop de produits. Puis je dis pas ça pour enlever les autres ou enlever moi ou peu importe. C'est que j'essaie qu'on ait moins de quantité pour qu'on ait plus de qualité. Exact. Parce qu'en fait, la stratégie que ces compagnies-là prennent, c'est simplement de s'intégrer pour combler être des capable trous. d'augmenter leur... Ils vendent pas un produit, ils se disent qu'en lançant un deuxième, on va en vendre un peu plus, tu sais. Concentre-toi, l'impatience. Lorsque tu fais le branding pour un des produits, est-ce que tu as des stratégies que tu prends au niveau
la façon dont tu vas construire l'histoire, puis Oui. de la façon dont tu vas livrer l'histoire. Souvent l'histoire, pas souvent. Tout le temps, l'histoire se fait par elle-même. Oui. Parce que c'est évolutif, hein, l'histoire. Tu peux pas inventer. Tu pourrais inventer une histoire. Je suis pas dans cette gamme de produits ni d'entrepreneurs qui a besoin d'inventer une histoire. Chacun de mes produits vient du cœur, vient de la tête, donc il y a une vraie histoire. Mais je te dirais que on vend pas des produits, nous, on vend des marques. C'est extrêmement important pour moi qu'on garde toujours en tête le fait qu'on ne vend pas un produit, on vend une marque. Une marque, c'est un univers, c'est un soundtrack dans ta tête, c'est un film, c'est une odeur, c'est un goût, c'est un ami à qui tu penses. Je veux vendre des produits qui font rêver. Les produits qui font rêver, c'est des marques. Tu sais, pour ne pas nommer, tu sais, il y a des Kia, qui est un produit, puis il y a une Porsche Carrera, où là, tu te vois tout de suite dans le sud de la France, avec ta femme, décapotable, rouler de Nice à Cannes. Tu comprends? C'est différent. Un produit peut être bon, une marque peut être pas bon, mais j'essaie de faire un bon produit avec une belle image de marque. Belle image de marque. Et lorsque tu fais justement cette marque-là, est-ce que tu as des processus particuliers? Est-ce que c'est juste des brainstorms avec ton équipe? Brainstorm de malade. Moodboard? On est extrêmement créatif. Moi, je crois que c'est ma force, mais c'est surtout ce que je préfère. Pitcher des idées, avoir des idées de fou, me réveiller la nuit, texter tout le monde. Ils veulent tous me tuer parce qu'il est 2 h du matin. Mais mettez ça sur silencieux, c'est pas de mes problèmes. J'adore le moment créatif. OK. Moi, c'est là où t'as des frissons, là, t'es comme, oh my God, OK, on a vraiment quelque chose. Oh my God. Puis là, t'avances. Puis là, t'as un échantillon. Ah, il est beau, nanana. Là, t'as l'échantillon vraie couleur. Puis là, t'as le produit fini, t'es comme, OK, je suis en amour. Moi, ça me fait triper. Fait que ça n'arrive pas sur les tablettes tant que tu n'es pas en amour. Non. Écoute, ça a pris. Pour votre cas, surtout à cause du cash, mais ça a pris 4-5 ans. Roméo, ça a pris. Quand j'ai décidé de le faire puis de vendre la première 2 ans. Gin Tonic, ça a été rapide parce que j'ai mis beaucoup d'emphase sur ce produit-là. J'avais beaucoup de récalcitrants qui étaient comme. Je savais que ça allait marcher. Je savais. Des fois, tu le sais, là, dans le sens que tu es dans le marché, tu as accès à certaines informations, puis tu le vois. Là. Oui. Définitivement. Puis, justement, parlant de ton espèce de hunch que tu dis, je sais que ça va marcher, tu as eu le même hunch avec la vodka. Oui. Tu savais que ça allait marcher. Oui. Comment est-ce que tu as fait ta recherche? Ça a pris des années là, pour que je trouve la recette, patata, aidé par un Mais médecin, avant, là, comme ça. quand tu t'es lancé, tu t'es dit. Parce que ce que tu dis à tout le monde en base, c'est que tu avais un resto, tu t'es dit, le monde, ils boivent de la vodka, je vais faire de la vodka. Ouais. Est-ce que c'est juste ça? Ben oui, c'est ça, mais c'est aussi le fait que j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans l'univers. Aux États-Unis, surtout côte Est et côte Ouest, il y avait beaucoup de produits micro-distillateurs. En France, je suis moitié français, en France, ça commençait. En Allemagne, Angleterre aussi. Puis au Canada, on est toujours un peu en retard sur toutes ces tendances-là, mais on avait une immense industrie de microbrasserie. Ouais. Là, je me suis dit, c'est la suite. Tu sais, une fois que tout le monde a compris qu'il n'y a plus de place pour une nouvelle microbrasserie, il y a toujours de la place pour une bonne nouvelle microbrasserie, mais ce que je veux dire, c'est une fois que c'est pas mal comblé comme marché, ils vont aller vers la distillation. Le monde des alcools, c'est bière, vin, alcool. Donc, tu sais, ça bouge. L'alcool est toujours en dernier dans les mouvements de masse. Tu sais, le vin, il y a 30 ans, on buvait une couleur, un vin blanc ou un vin rouge. Ouais. Après, on buvait un pays, français ou espagnol. Après, on buvait une région, Bourgogne ou Bordeaux. Après, on buvait un cépage, Cabernet Sauvignon ou Pinot Noir. Maintenant, on boit par producteur. Le consommateur, le client, surtout avec les tablettes, puis on sait tout de suite, se spécialise dans ses achats. T'sais. Il ne veut plus un verre. Va pas à SAQ demander une bouteille de rouge. Il y en a 15 000. Tu comprends? Dans la bière, même affaire. Il y avait Molson Labatt, puis ça, c'était pour les Nordiques ou pour les Canadiens. Ensuite, il y a eu Boréal. Boréal est arrivé. Oh my God, une bière qui n'est pas Molson ou Labatt. Ensuite, il y a eu, disons, Saint-Ambroise. Après, Dieu du ciel. Après, Trou du diable. Après, Patati. C'est comme ça. Dans l'alcool, il y a des gros joueurs, puis il n'y avait rien. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est sûr que la complexité arrive. Là. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je trouve ça intéressant parce que tu t'es comme servi des autres marchés qui sont plus avancés, comme boule de cristal, en fait, pour être capable de prédire un peu qu'est-ce qui va s'en venir au Québec. Et puis au Québec, on est un peuple qui est excessivement épicurien. On aime ça, les petites affaires fancy qui viennent d'une région qu'on a la misère à prononcer. Notre côté français, ça, je crois. Et puis,
Je trouve ça drôle parce que c'est la même chose, en fait, que personnellement j'ai fait dans mon entreprise. Le premier produit que j'ai lancé, c'était une formation sur la pub Facebook parce que je voyais aux États-Unis, Tout le monde est là-dessus. tout le monde faisait des formations sur la pub Facebook. Tout le monde voulait la pub Facebook. C'était la folie. Un retour sur investissement d'une pub Facebook, il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Oui, ben ça devient de plus en plus compétitif, là, Ouais. mais c'est comme la publicité sur Google quand ça a commencé. Ouais. Mais ça, on ne peut pas le savoir d'avance. C'est Non. quoi les. Tu sais, comme Gary Vaynerchuk, pendant un certain temps, il était comme Vine. Non, man, c'est comme. Ou Snapchat. Ou là, il y a des trucs de musique encore. Où il Ouais, était sur ça, je suis Snapchat. moins perdu. Fait qu'on ne peut pas prédire c'est quoi la. Non. Mais une fois que la tendance elle a pris, Ça- on peut ça regarder prend vite. dans les marchés Il faut marcher vite. plus évolués Ouais. pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Même principe pour les podcasts. On est en train de faire un podcast. Quand j'ai fait le podcast, premier épisode, c'était début de l'année passée, il n'y en avait pas au Québec. C'était qui? Il y avait... Ton invité, ton premier? Ah, c'était David Grégoire, que monsieur est commun, je ne sais pas si... Oui, je connais. Et puis, il est tellement partout. Et puis, c'est ça, à ce moment-là, il y avait... Je venais en faire un. Il y avait Les Dérangeants. Oui, des affaires que j'ai fait aussi. Que justement, tu as été, je pense, le deuxième invité. Oui. Et puis c'est pas mal ça qu'il y avait dans l'univers des podcasts. Pourtant, aux États-unis, ça faisait des années. Fait que je me suis dit, écoute, c'est sûr que ça va devenir the next big thing. Faut On est toujours qu'on un peu en embarque retard, là-dessus. mais Exact. ça s'explique par une multitude de facteurs. Oui, définitivement. OK. Ensuite de ça, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet complètement différent. Ton sujet préféré, en fait. Mon chien. Non. Ah, ok. L'éducation. Ah, oui. Tu vas refusé 3 fois à maîtrise. Ouais. Malgré ton succès, j'en reviens absolument pas. Moi non plus. Même, j'aimerais ça être là dans les meetings. Non, t'aurais aimé qui ça ont- quand qui ont j'ouvre su- les lettres qui me disent qu'à cause de mes études universitaires, ma note de sciences politiques il y a 8 ans, t'es pas accepté. tu sais. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Genre, pourquoi me perdre mon temps à me faire remplir des papiers alors? Juste demander mon bulletin puis Ouais. donner votre décision, tu sais. Fait que définitivement, tu dis quelque chose qui est l'autre, c'est genre, tu sais, toi, t'avais 60, là, puis Ah, t'étais il fallait content 60 pour passer. C'est qui qu'on veut Exactement. travailler pour 82? 60. ça, c'est fort. Ça, c'est très fort, la façon de penser, parce que c'est la J'ai c'est le la même dose diplôme. minimale effective. C'est comme le principe, tu peux pas faire bouillir de l'eau à 150 degrés, c'est à 100 degrés. C'est ça. Fait que 60 sur 100, c'est la Bon, note de certains diront, passage. mais t'as pas été accepté à la maîtrise. Ben, Dieu merci. Exactement. Fait que je trouve ça très cool. Et puis là, ça porte la question, les entrepreneurs, de façon générale, on n'est pas des gens qui sont très, très portés sur le côté académique. On est plus des personnes d'action, des personnes de terrain, des personnes techniques. Fait que, selon toi, comment est-ce qu'une personne qui a une fibre entrepreneuriale peut apprendre? Autre que se lancer dans un restaurant, faire faillite. C'est quoi, c'est Jay-Z, Hard Knock Life? On apprend en le faisant. Tu veux être bon au basket, joue au basket. Tu veux être bon en chant, chante. Fait que tous les gens qui nous écoutent présentement, si tu es entrepreneur, tu penses à te lancer en entreprise, la chose qu'il faut que cette personne fasse, c'est Il faut que tu le fasses à un moment donné. Là. de se Tu sais, lancer. il y a beaucoup d'entrepreneurs rêveurs qui Ouais. ouais, j'ai une idée. Là. Ouais, j'ai une autre idée. Là. Là, j'ai eu un enfant, j'attends 2 mois, là, puis ma femme va retourner au travail, puis là, je vais pouvoir. C'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon C'est moment. jamais le bon moment. Puis même, tu sais quoi, il faut te lancer dans le pire des moments. Si tu passes à travers ça, tu réussis. Tu sais, à un moment donné, il faut sauter. Nice. C'est sûr qu'il y a des conditions qui aident à avoir la tête plus tranquille. Je me suis lancé, je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais rien. C'est superbe se lancer en affaires quand tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Te lancer en affaires quand tu as un triplex, que tu as travaillé 20 ans de temps pour le payer, ta femme, peut-être qu'elle ne travaille pas ou elle travaille, mais tu as 3 enfants, tout ça, tu as des dettes, ci, de ça. C'est un plus grand risque. Mais si tu veux le faire, il faut que tu le fasses. Tu sais. Effectivement. Et puis tu dis qu'il faut. Toi, tu es de loin plus un généraliste qu'un spécialiste. ben oui. Et tu penses que les entrepreneurs aussi devraient être beaucoup plus généralistes. À mes yeux, un bon entrepreneur, c'est un généraliste qui s'entoure de spécialistes. Parce que si je savais tout sur le grain de maïs, pour de vrai, j'aurais jamais sorti une vodka de ma vie. Ouais. Moi, je savais que le maïs, une fois distillé, ça te donnait un alcool plus doux. J'ai été voir un médiateur, j'ai dit, fais-moi une vodka avec du maïs. Tu comprends? Moi, j'y vais avec des logiques de base. Je dis toujours, je préfère savoir de loin 1% de son sujet différent que 100% de son sujet. Mon fiscaliste, il est bon parce qu'il est 100% fiscaliste. Ma directrice artistique est bonne parce que c'est une vraie directrice artistique, c'est une artiste, elle est bonne dans la vidéo, dans la peinture, dans ci, dans ça. Tu sais, elle est vraiment dans son domaine. Chacun son domaine, tu sais. Un entrepreneur, c'est un généraliste. Et puis, c'est quoi selon toi ça va paraître un Skills. peu contradictoire, Ouais, là, mais ouais. un talent généraliste. C'est quoi les compétences Je dirais généralistiques qu'il y en a qui un. sont importantes? Curiosité.
OK. La curiosité, c'est le plus grand avantage que n'importe quel être humain peut avoir. Pourquoi? Parce que la curiosité, ça te sort du pétrin. Quand tu es en plein milieu d'une forêt, tu ne sais pas par où aller. Ben, si tu es curieux, tu regardes, puis tu regardes les nuages, comment ils bougent, tu regardes l'eau, elle va où, tu regardes. Je sais pas quoi, moi, les traces par terre. La curiosité, ça t'aide quand tu as un pneu qui pète en plein milieu de nulle part, tu ne sais pas changer un pneu. Si tu es curieux, ben, tu vas plus ou moins trouver. Si tu es comme clueless, t'attends, tu vas appeler OnStar puis il n'y a pas de réseau. Ce qui est le Wi-Fi, ça ne marche pas toujours. Pour ça, c'est toujours important de savoir quoi faire en moment de crise, entre guillemets. La curiosité, c'est quelqu'un qui va regarder une On sent que ça vient d'une histoire vraie, là. La curiosité, c'est quelqu'un qui attend chez le dentiste, qui va voir une revue de chasse et pêche, qui chasse pas, qui pêche pas, mais qui va la regarder quand même. Puis tu sais quoi, il va réinventer la canne à pêche parce que tout le monde qui vend la pêche parle d'un problème, mais personne ne le règle. La personne qui sort de nulle part va dire « mais là, c'est juste ça qu'il faut faire ». Mais tu sais, quand on a le nez contre l'arbre, on ne voit pas la forêt. Donc la curiosité, ça t'ouvre l'esprit à être un entrepreneur. Quand tu étais à l'université, tu dis que tu faisais plein de plans d'affaires. Ah, j'étais roi du un plan plan d'affaires. à faire, ah fuck that, un autre. 2-3 pages. Oui. Mais justement, as-tu des projets insolites comme ça Oui, à partager? une compagnie aérienne low cost, avant que ça existe, je te le jure, je suis prêt j'ai le plan d'affaires encore. Moi, je voulais faire juste 2 destinations, Paris-Londres et Paris-New York. Pour plein de circonstances, j'aime beaucoup le monde de l'aviation. Et je ne comprenais pas que le monde qui stackait 500 personnes dans un avion, 400 dans la classe bétail, 50 dans une classe plus ou moins correcte, puis 10 en première. Moi, j'étais comme, tu sais quoi, on va stripper l'avion. Puis au lieu qu'il y en a qui payent 800, il y en a qui payent 2000, puis il y en a qui payent 10 000 leur billet, on strippe l'avion, on fait 100 places classe affaires, puis que ça va être 1007. La personne de 800 $ est prête à payer 1007, mais elle n'est pas prête à payer 10 000. Puis la personne de 10 000 ne veut pas payer 800. Donc, je voulais faire juste, il y a un gars à Londres qui a fait ça, qui s'appelait l'Avion. L''avion, il y avait 2 avions, exactement la même affaire. British Airways l'a acheté 120 millions de piastres pour le fermer parce qu'il faisait trop mal. Moi, je torchais des planchers, man. J'étais en furie. Ça, après, j'ai voulu faire des cravates. Des cravates. 1 milliard d'hommes se lèvent tous les matins sur la Terre et mettent une cravate. T'imagines le marché. T'imagines le marché. Après, je voulais être le Lacoste des cravates. Mais comment est-ce que tu réinventes la cravate? Non, tu ne réinventes pas. Juste une brand. Branding. Juste une brand. Une vraie bonne brand. Ouais. J'ai tout voulu faire. Moi, une chaîne d'hôtel. C'est sûr que je me lance dans l'hôtellerie un jour. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a aucun hôtel qui fit exactement ce que je veux. Moi, c'est très personnel, mes trucs. On va pas dévoiler le secret créer... d'affaires. Si tu penses le faire, on va pas le dire sur le podcast. Non, non, ça allait s'appeler Casa. Comme maison en espagnol. Pourquoi espagnol, je ne sais pas. J'aime bien la langue. Et puis, un mélange de plein de trucs que je... Non, watch out. Ah ouais, je trouve ça drôle. Question un peu différente. Qu'est-ce que tu sais que peu de personnes savent? Wow. Ben des trucs personnels. Non, pas à propos de toi. Non. Dans le sens, une espèce de vérité ou de secret en affaires, dans la vie personnelle, dans ta vie avec toi-même. T'as-tu... Oui. Oui, vas-y. L'omnipuissance de la curiosité. C'est vraiment au centre de tout ce qui te définit. En fait. Moi, je comprends pas le monde qui ne sont pas curieux. Moi, tous les jours, ça me sert. Des trucs que j'ai appris dans des lectures de changement de pneus. Tu sais, des fameuses revues datées d'il y a 4 ans, là, tu sais, que la nouveauté, c'était comme Internet aux vitesses arrive, là, tu sais. Ouais. Man, le savoir est au bout de nos doigts. Pas juste sur un téléphone. Un livre, une revue, une émission de télé. J'écoute beaucoup de documentaires fascinants que j'ai découvert dernièrement, là, des tribus qui vivent en dehors de la société. Oui. C'est hallucinant. Il n'y a rien de plus passionnant que ça, de voir un vrai être humain. Pas magané comme nous, là, par j'ai des boucles d'oreilles, il faut que je sois habillé de telle manière. Wow, c'est passionnant. Regardez par toute la vodka qu'on boit. non, elle est bonne. Non, mais tu sais, dans le sens, moi, ça m'intéresse. En gros, ce qui n'intéresse pas le monde, ça m'intéresse. Et puis, en fait, il y a une théorie, je ne me rappelle pas exactement,
c'était pas prévu qu'elle t'amène ça. Quand on arrive dans des tribus éloignées. Mais il y Brésil. a beaucoup de gens qui pensent que l'innovation est à l'intersection des champs de compétences qui sont improbables. C'est-à-dire que, bon, je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'était Tim Ferriss sur un de ses podcasts qui disait, il parlait du parapluie. Mais le parapluie, là, c'est vraiment problématique. Là. Tu sais, ça pogne dans le vent. J'ai déjà passé à une compagnie de parapluie sac à dos. En tout cas, ouais, continue. Mais c'est un des... Parce que je trouvais ça chiant. Parce que C'est moi, en chiant. plus, j'ai un chien. Donc là, mes 2 mains sont prises. Donc, je peux pas consulter mes courriels quand il pleut et je prends mon chien. Oh God. Ouais, tu comprends ma détresse God. psychologique. Donc, je me suis dit, je vais faire comme tu sais, une strap de sac à dos, parapluie. Mais là, j'avais l'air comme... Mais le branding là-dessus est difficile à pull off. Là. Écoute, je suis sûr que ça marcherait. Je suis sûr que ça marcherait. Moi, j'imagine à New York, tout le monde avec leur petit sac à Mais dos. imagine, là, avec aujourd'hui la levée des... tu sais, quand tu ramasses de l'argent en ligne, là, les sociofinancements, Ouais. tu fais un beau vidéo, tu montes ça. Il y a plein... Écoute, il y a un cooler là, avec une radio puis un refroidisseur ça, qui a ramassé 10 millions. Je peux ramasser 1 million pour mon parapluie sac à dos, là. Mais justement, on parle de sociofinancement, je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose que tu n'as pas encore utilisé. Non. Il y a eu la ruche à Québec Oui. qui a essayé de faire certains trucs. Toi, premièrement, quel projet est-ce que tu aimerais faire ensuite? Mettons, là, je te dis, on va te faire un En sociofinancement, pas une valise avec un parapluie. Un jeu de société, j'ai une idée d'un autre jeu de société, j'ai une compagnie de jeux de société aussi. J'ai une autre idée que je voulais le faire, mais c'était pour le buzz et non pour l'argent du monde. OK. C'est pour créer un buzz. Je suis pas sûr de... Je comprends le sociofinancement. J'ai écrit une chronique là-dessus. J'ai été très challengé. Je sais pas. Ma réponse sur le sociofinancement, c'est je sais pas. Tant mieux pour ceux qui ont réussi à ramasser de l'argent. Je pense à Julien Brault là, de Hard Bacon qui ramasse de l'argent en ce moment. Tant mieux parce qu'il est vraiment en besoin. Cool, tu sais. Qu'est-ce que ça fait sur le long terme si tu donnes 300 000 $ à un entrepreneur qui a travaillé pour, mais qui n'a pas travaillé 7 ans pour ou 5 ans pour? Puis je mets quand même de l'importance sur la longévité du struggle. Je mets de l'importance sur ça quand même. Recevoir une GIF, OK. En recevoir 15, t'apprends. Ouais. Donc, est-ce que c'est un mirage? Hey, j'ai 300 000 $, man! Je sais pas, là. Je ne veux pas juger. Ce que je sais des statistiques, c'est que très peu d'entreprises réussissent à atteindre leur objectif. Ouais. Et surtout, C'est pas juste tu énormément... mets ton projet sur... Non. Et surtout, OK. énormément qui ont leur financement ne fonctionnent pas finalement à la fin. Je sais... Est-ce que c'est... Tu sais, l'être humain cherche la facilité en permanence. Ouais. Est-ce que c'était une manière... Je ne dis pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est une manière de faciliter la vie d'un entrepreneur quand c'est pas supposé être facile? Je ne le sais pas, là. Je veux pas parce que je sais que je vais me faire lancer des tomates. Moi, j'ai réussi, j'ai levé 15 000 $ pour je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais. C'est très complexe. Ne l'ayant jamais fait par moi-même aussi, je peux pas être jugé parti de tout, là. Tu sais, je me pose des questions. Par exemple, je suis très curieux de cet univers-là parce que si vraiment c'est la voie de l'avenir, il faut que je sache quoi qui se passe. Mais justement, tu sais, t'as lancé Adopt Inc. Ouais. avec, pour justement te donner l'opportunité à des gens qui ont besoin de financement de l'avoir. Fait que je trouve que c'est un peu intéressant dans le sens que c'est comme la réponse naturelle du marché aux besoins que toi, tu as décelés avec Adopt Inc. Et justement, ça me fait penser, quand tu étais avec Martin, tu parlais, il t'a posé la question, c'est quoi une des choses que tu as appris à travers ton parcours, et tu as répondu que c'était à quel point, quand tu as du succès, tout change. Les portes s'ouvrent. Ouais. Tu as des réseaux qui te sont Ça savais pas que ça existait. Ça savais pas que ça existait. Il t'invite. Je sais même pas si... Ben, écoute, moi, je sais pas. Qui existe? J'ai pas encore reçu mon invitation, guys, comment? C'est quoi l'impact? Ça ressemble à quoi? C'est très mystérieux tout ça. Moi, ça m'a accroché. Je voulais que tu en parles plus. Tu n'en as pas parlé, fait que c'est le temps. C'est une secte, la réussite. Il y a vraiment une secte. Oui. Oui. Puis là, t'as pas le droit de dire... c'est quoi là? Je reçois un dard qui m'endort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une fois que tu connais un certain succès, là, pas obligé de faire avoir des milliards, là, mais le succès attire le succès, l'argent attire l'argent. Une fois que tu connais
exemple parfait. Malheureusement, Cabal finit. Le jeu Les Recettes Pompettes. Ouais. Moi, c'était Pure Vodka qui était à l'émission Les Recettes Pompettes. Je connais ni d'Adam ni d'Ève Eric Salvaire, mais je vois que c'est un animateur-producteur qui utilise ma vodka pour une émission. Plusieurs personnes dans la rue m'arrêtent, photos, tout le kit, puis ils disent Hey, on joue aux recettes pompettes à la maison. Je suis comme Comment tu joues aux recettes pompettes? T'sais? Puis là, le monde dit On va prendre des shooters, on fait en manger. Là, je suis comme Ils jouent aux recettes pompettes, donc ils veulent un jeu. Donc c'est comme ça, moi, que le lien s'est fait. Je suis comme je vais faire un jeu de société, recettes pompettes. Moi qui déteste les jeux de société. Ça a été un méga succès, cette entreprise-là. Mais Éric Salvaire, il a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il me voyait partout à la télé, assis à ça. Fait qu'il disait, OK. Tu sais, c'est comme un gage de, ouais, je vais me lancer en affaire avec le gars qui réussit, là, tu sais. Avoir été dans le fin fond de Quaticook, là, puis que personne ne me connaît. Je sais que j'aime Quaticook, surtout leur crème glacée, mais tu comprends? Le fromage. Essaye aussi. Et une microbrasserie aussi, je crois. Et essaye de contacter Éric Salvaire. Tu peux peut-être le contacter, essaye d'avoir une réponse. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il reçoit 50 000 courriels, je le sais. Je reçois des milliers de messages par semaine. Donc, ça m'a facilité la vie. Donc, j'ai ouvert ça. J'ai lancé cette compagnie-là avec lui. On appelle Renaud Bré et puis Archambault. C'est clair qu'ils disent oui. Là, il y a deux personnes qui sont connues qui lancent un truc. Tu comprends? Ça facilite juste le chemin. Mais à ce moment-là, c'est pas nécessairement le succès de ton entreprise, c'est plutôt c'est la personne. Le branding que tu as développé à travers c'est la le succès personne, de ton c'est la entreprise. personne, effectivement. Donc, quand tu es un PDG d'entreprise, quand tu as une entreprise, toi, tu dirais que c'est vraiment important de développer une espèce de culture autour de l'individu? Il faut que tu sois toi-même. Mais moi, par la banque, je suis extrêmement impliqué. Tu sais, j'ai été président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, j'ai lancé Adopting, je suis porte-parole de tout ce qui existe et qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'y crois. Puis s'ils me le demandent, tout en honneur premièrement, puis si je peux faire un changement, si j'ai beaucoup de visibilité, bien, ça peut les aider, tant mieux. Donc, tu sais, je suis, oui, Nicolas Durnon, entrepreneur, mais le monde savent que, tu sais, moi, quand je suis dans quelque chose, je suis all-in, je viens d'être nommé sur le conseil d'administration d'Investissement Québec. Je crois que je suis le plus jeune de l'histoire d'être sur le conseil-là. Écoute, la moyenne d'âge, on le triple de mon âge, là, tu sais. Mais tant mieux, parce qu'il faut cette expérience-là aussi, puis c'est tout du monde top niveau. Mais le monde voit que je ne suis pas juste impliqué pour être dans le 7 jours, là. Je suis impliqué parce que je veux changer le monde. Il y a une différence, là, tu sais. Donc, le monde a confiance. Il voit en anglais, les credentials, tu sais, il voit les coches que ça a été coché, là, tu sais, le gars, il est correct, il n'y a pas de squelette dans son placard. Si je comprends bien, c'est un espèce de mélange entre, le fait que l'attention des gens est devenue probablement l'atout numéro un, être capable de capter l'attention des gens. Écoute, tu as ça, c'est difficile d'échouer avec ça. Mais de deux, c'est aussi une espèce de confiance publique que tu as développée à travers. Exact. Une crédibilité entrepreneuriale. Ouais. Ça, tu peux la perdre comme ça. OK. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui ouvre les portes, en fait, aux opportunités que oui. Ils disent que si tu rentres en affaire avec lui, il y a des bonnes idées, il y a une belle équipe. Okay. C'est babine suivre ses bottines. C'est bien ça. Ou sur le verre, c'est bottines suivre ses babines. J'ai jamais su. Ouais. C'est bottines qui devraient suivre les babines, oui. Bref, le monde comprend. Deux dernières questions. Yes. En fait, première chose que je veux te demander, ça va être une question un peu similaire à celle que Martin sur la transformation que tu as eue à travers ton parcours. Mais moi, c'est plus au niveau de tes croyances et de tes valeurs. Ouais. Comment est-ce que le toi de 26 ans est différent du toi que tu es maintenant? C'est quoi la plus grande transformation personnelle que tu as vécue? Confiance en soi. Moi, à 26 ans, faire des conférences devant 15 000 personnes, je meurs entièrement. Maintenant, 15 000, c'est pas assez. J'en fais 50 000. Je veux faire le stade. C'est tellement une énergie positive qui t'envahit quand tu fais une conférence. Pour ça, j'en fais beaucoup aussi. C'est ma drogue, c'est mon échappatoire, c'est ma thérapie. La confiance en soi, ma première émission de télé, quand j'avais 20, je ne me rappelle plus quel âge, avec Anne Marcotte, la productrice, qui est la cofondatrice d'Adopting. Il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. J'ai bu de la vodka avant de le faire. J'étais trop stressé, là. J'étais même trop stressé. J'ai bu 2-3 shots de vodka, vraiment à ne pas faire. Mais. C'est ce que je fais avant toutes mes conférences. Non. Red Bull, vodka, get on stage, get it done, get out. Aujourd'hui, je prends une camomille parce que je suis trop excité. Ah non, j'adore ça. C'est vraiment une drogue. Et la deuxième, je suis devenu papa, moi, il y a 3 ans. J'ai 2 petites filles aujourd'hui. Puis ma définition du succès a changé en devenant papa. Moi, je voulais réussir. Avant. Aujourd'hui, je veux réussir pour elle.
C'est complètement différent. Puis c'est pas leur donner de l'argent. Ça, c'est la vie qui décidera si je laisse de l'argent ou pas à la fin. Je préfère de loin, quand je meurs, que ma fille dise « Tu sais quoi, mon père m'a laissé 100 millions de dollars. » Je préfère qu'elle dise « Tu sais quoi, mon père, il a bâti l'extension pour Sainte-Justine. » Moi, ça, c'est la réussite. C'est là qu'on fait peut-être un retour vers l'importance que l'entrepreneur s'implique. Moi, quand j'étais à Sainte-Justine hier, puis en plus pour ma fille, et c'était le pavillon Jean Coutu. Puis la salle d'opération, c'est la salle d'opération Saputo. Moi, pour moi, ça, c'est des entrepreneurs qui ont réussi. Ils ont réussi pour eux, Dieu merci. Mais il y a une superbe salle d'opération où ma fille s'est fait opérer, financée en partie, ou en totalité peut-être, par la famille Saputo. Wow! Moi, un entrepreneur qui fait en sorte qu'on puisse avoir des installations comme ça, qu'est-ce que tu veux de plus, man? Oui, définitivement. Okay. Dernière question, t'as une de tes citations préférées, c'est « Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire, alors ils l'ont fait », qui est parfait avec ton idée de la vodka, tu ne savais pas que tu pouvais le faire, alors tu le fais. Et ce que je retire de cette citation-là, que je trouve qui est puissant, c'est que nos connaissances peuvent parfois agir comme des barrières de succès. C'est ça. Et puis, selon toi, c'est quoi qui empêche les entrepreneurs d'avoir le succès qu'ils aimeraient avoir, qu'ils pourraient mériter d'avoir? Plusieurs trucs. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui arrêtent au 41e kilomètre d'un marathon. Énorme. Ils abandonnent, ils ne savent pas si le lendemain, ils ont la plus grande commande de leur vie. Ça, l'impatience. Deuxièmement, on vit dans une société où il faut rentrer dans des moules. Et ce moule-là n'est pas fait pour un entrepreneur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas là, que tu avais une auto pendant 15 ans, puis ben, tu dois vendre ton auto, tu dois prendre le bus. Non. Tu sais, il y a des petits trucs que le monde ne comprenne pas. Ou tu dois downgrader ta maison, va dans un condo pour avoir un peu d'argent pour propulser l'entreprise. Ça, puis troisièmement, c'est sûr que la peur de l'inconnu, tu as parlé soit de la peur de l'inconnu, soit de la prise de risque, tu sais, qui est un peu mélangée, là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confortables, qui ont peur de perdre leurs acquis, ce qui est normal. Et je crois que ça bloque beaucoup de personnes. Il y a d'autres facteurs, mais je crois que c'est pas mal les facteurs, à mes yeux, de ce que je vois en tout cas. Mais l'impatience, oh my God, que l'on est impatient. Oui. On vit jusqu'à, 95 ans, là? T'as le temps. Surtout quand maintenant on est en forme plus longtemps. Eh oui, les pilules là-dedans. Deux, trois pilules. Tant de Donc, merci beaucoup d'être venu sur le toi. podcast. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Vraiment le fun. Je suis content enfin de pouvoir te rencontrer. Oui. Et puis j'ai beaucoup apprécié l'entrevue. J'espère que les gens vont aussi l'avoir apprécié à la maison. Fait que cheers. Bonne écoute. Gorgée de scotch pas de scotch de Bourbon à mais ce que je réalisais tout le long, c'était à 60% d'alcool. Donc, comment ça? C'est déjà tout pour ce 27e épisode de Scotch et Domination mondiale. J'espère que vous avez apprécié cette conversation que j'ai eue avec Nicolas Duvernois. Personnellement, j'ai adoré. Ce personnage-là m'a charmé. Des belles valeurs, une belle entreprise. Wow, un modèle d'entrepreneuriat québécois ahurissant. Donc, n'hésitez surtout pas à aller, allez à la SAQ, vous cherchez une bouteille de pure vodka ainsi qu'une bouteille de Romeo Gin. Lorsque je prends la vodka, c'est la sienne que je prends. Lorsque je prends du gin, c'est le sien que je prends. C'est les deux meilleurs dans leur catégorie, je vous le garantis. Alors, message important avant de vous laisser, ceux qui écoutent mon podcast à tous les épisodes se sont rendus compte que ça fait longtemps que je n'avais pas publié de nouvel épisode et il y a une raison derrière ça. On a beaucoup de projets sur la tranchée, des choses qu'on veut apporter pour améliorer l'expérience, pour apporter plus de valeur à nos membres. Et je me suis rendu compte que de me tenir de m'imposer un horaire de publication au niveau des podcasts, ça me prenait simplement trop de temps. Les 2 podcasts par mois, c'était beaucoup trop. Donc, je vais continuer le podcast, mais seulement lorsque je vais avoir des invités absolument incroyables à vous présenter, comme c'est le cas avec Nicolas. Alors, peut-être que ça va être une fois par mois, une fois par 2 mois, je ne sais pas. On va voir comment ça va aller. J'adore faire des podcasts, je vais essayer d'en faire le plus possible, mais je vais quand même me concentrer sur l'essentiel et c'est apporter de la valeur dans la tranchée. Alors sur ce, on se revoit dans un prochain épisode et si tu n'es pas encore membre de la tranchée, je t'incite
fortement à venir t'inscrire. On va pouvoir discuter ensemble sur le forum, sur nos webinaires live, puis je vais pouvoir te donner un coup de main pour ta business, pour ton projet, pour ton plan de domination mondiale. C'est quelque chose qu'on fait, c'est ce que je fais à tous les jours. Et puis, viens t'inscrire, viens me dire salut. Fais comme « Hey, what's up, Olivier? » Genre, cool. OK, j'ai vraiment plus rien à dire. Manger du popcorn. Oh. Ça marche! Ouais. La vodka au popcorn, ce serait incroyable. Faut que j'appelle Nicolas.